Bonjour à tous, mon retour sur ma chaîne, ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Alors, si c'est la première que vous regardez, néanmoins, je vous mets un lien pour que vous alliez voir la première vidéo sur le raisonnement clinique, parce que sinon vous risquez d'être un petit peu perdu. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la première étape, pour élaborer la démarche de soins. Alors vous vous rappelez, donc le raisonnement clinique, c'est une suite ordonnée d'opérations qui a pour finalité la prestation de soins individualisés, continus et adaptés aux besoins d'une personne. Alors, bien entendu, pour atteindre effectivement cet objectif de soins individualisés, déjà, il faut avoir un bon recueil de données. Alors, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, dans un recueil de données, surtout au début de la formation, on vous demande déjà certaines généralités. Par exemple, déjà, les caractéristiques synthétiques de l'institution où se trouve la personne que vous prenez en soin. Alors, c'est important parce que certaines institutions ont des particularités qui ont un impact sur la prise en charge donc, du patient. Alors, ces caractéristiques de l'institution, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont ses missions, ses objectifs, les caractéristiques de classement de l'institution. Est-ce que c'est un hôpital public, un établissement privé? Est-ce que c'est un établissement lucratif ou non, etc. Combien y a-t-il de services? Quelles sont les activités? Combien y a-t-il de lits? Et quels sont les différents types de prise en charge, par exemple. Et là, je ne vais pas tout vous citer. Ensuite, il va y avoir des données plus spécifiques. Alors, quelles sont, par exemple, les caractéristiques en termes de ressources ou également les contraintes? Alors, par exemple, les locaux, d'accord? Alors, combien y a-t-il de lits? Combien y a-t-il de secteurs? Combien y a-t-il de lits par chambre? Y a-t-il des locaux spécifiques? Par exemple, une salle de rééducation, salle de réunion, salle d'endoscopie, salle d'animation, selon le type d'établissement où vous vous trouvez. Quels sont bien sûr les moyens humains? Alors, le personnel médical, le personnel paramédical, par exemple, voilà, le nombre d'infirmiers, d'aides-soignantes, est-ce qu'il y a des kinés, combien y en a-t-il, assistante sociale, psychologue, diététicienne, etc. Ensuite, quelles sont les catégories de population rencontrées? Quel est leur âge? Quelles sont les pathologies principalement représentées? Par exemple, si on prend une EHPAD, on aura essentiellement des personnes âgées, bien entendu. Et donc avec des différentes pathologies gériatriques. Si par exemple on se trouve en chirurgie, est-ce qu'il s'agit de chirurgie viscérale ou orthopédique, etc. Alors, également, quelle est la population accueillie? Quelle est la capacité d'accueil? Quelle est la durée moyenne de séjour? Quel est le type de séjour? Est-ce que c'est de l'ambulatoire, du court séjour, du moyen séjour, du long séjour? Et quels sont les supports d'information? Dossier médical, informatisé ou non, le plus souvent c'est informatisé maintenant. Dossier de soins, même chose, planification, les protocoles, etc. Ensuite, et c'est là que les choses de plus en plus vont se resserrer, on va évoquer la singularité. Alors, la personne soignée. Donc, quelle est son identité? Alors, d'abord son état civil, son nom, son prénom, ou l'initiale du nom de famille, en termes de secret professionnel. Alors, il est bien évident que quand vous, en tant qu'étudiant, vous présentez à un soignant, au soignant qui vous encadre, ou au formateur d'ailleurs, quand vous présentez la démarche de soins relative à un patient, vous avez le droit de nommer ce patient dans la mesure où vous êtes en face à face et dans un endroit clos, on va dire. Évidemment, si c'est dans le couloir, là, vous n'allez pas décliner l'identité complète. Alors, quel est son domicile? Là, on ne demande pas l'adresse exacte, mais la ville, ou le village de résidence, sa date de naissance, son âge et sa nationalité. Pourquoi sa nationalité? C'est important en termes, par exemple, de prise en charge. On sait que s'il y a une nationalité française, il a une prise en charge sociale assurée, certaine, alors que si c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, et notamment hors de l'Union européenne, eh bien, ça a un impact sur sa prise en charge, bien entendu, financière. Alors, nous, en tant que soignants, c'est vrai que ce n'est pas notre problème, mais c'est important de le savoir, parce que bien souvent, il faut faire appel à l'assistante sociale. Alors, quelle est la situation professionnelle, personnelle de cette personne?
Alors si c'était un retraité, ça peut être intéressant de savoir quel était son domaine d'activité auparavant, parce que parfois ça a eu un impact sur sa santé, euh, ou quel est son métier actuel, bien entendu. Et si la personne est salariée, bien entendu, qui dit hospitalisation dit arrêt de travail, et là aussi, ça a un impact hein, sur la prise en charge. La situation familiale, est-ce que cette personne est mariée, est-ce qu'il est veuf, est-ce qu'il est divorcé? Là aussi, c'est important de le savoir. Est-ce qu'il a des enfants ou des frères, des sœurs? L'important est de savoir si cette personne est isolée ou non, hein, et si il y a une personne de confiance, par exemple, hein. Alors ensuite, nous avons besoin de la date et du motif d'hospitalisation. Quelle est la date d'entrée de ce patient dans l'établissement, mais aussi dans l'unité de soins, parce que quelquefois, les patients ont un parcours dans plusieurs services. Quel est le motif? Quelle est donc la pathologie? Ou si ce n'est pas une pathologie, ça peut être un maintien à domicile impossible. Et il est important aussi de préciser si cette entrée a eu lieu en urgence ou par transfert d'un autre service, ou s'il s'agit par exemple d'une entrée directe. Ensuite, quel est le mode de prise en charge financière? Parce que ça aussi c'est important. Alors, est-ce que cette personne est affiliée à la sécurité sociale ou à un autre système? Euh, à quel taux? Est-ce qu'il est seulement à 80% ou est-ce qu'il est à 100%, hein? Et 100% pour quelle raison? Parce que c'est important. Quelquefois, l'hospitalisation n'est pas en rapport avec le motif d'affection de longue durée, hein. Donc, est-ce qu'il y a une affection de longue durée, hein? Est-ce qu'il s'agit d'un accident du travail? Est-ce que cette personne, si par exemple on est en institution de personnes âgées, bénéficie d'une prestation dépendance? Est-ce que cette personne a une mutuelle? Parce que, évidemment, ça a un impact important. Les prix de journée peuvent être très importants. Et jusqu'à quel taux hein, il est pris en charge, hein. Donc, ça fait appel à vos connaissances hein, en termes de prise en charge sociale avec les prix de journée, les forfaits journaliers, etc. Ensuite, hein, quels sont ses antécédents? Alors, les antécédents personnels et familiaux. Alors, pour les antécédents familiaux, il s'agit de reprendre uniquement ceux qui ont une incidence sur la personne soignée. Hein, par exemple, s'il y a une histoire d'asthme familial ou une pathologie héréditaire, hein. Quels sont les antécédents personnels? Alors, les antécédents médicaux, chirurgicaux, les facteurs de risque que présente cette personne, et ils sont généralement à classer par ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Et bien entendu, on ne va pas reprendre l'appendicite que la personne a eu à l'âge de 7 ans si on a une personne qui a 70 ans, qui vient pour une raison tout autre, hein. Donc bien entendu, ces antécédents sont à sélectionner, il y a un tri nécessaire, hein. Et il faut toujours se poser la question, quel est l'intérêt hein, de cet antécédent dans la situation actuelle? Alors, quoi d'autre encore dans ce recueil de données? Eh bien, les caractéristiques, les habitudes et les conditions de vie de cette personne sont importantes. Alors, d'abord les caractéristiques physiques, quel est son poids, quelle est sa taille et donc son IMC, parce que c'est important effectivement de savoir si cette personne présente une obésité ou une maigreur importante, ou si c'est un enfant hein, également, hein, de voir où en est son développement staturo-pondéral. Ensuite, il s'agit de décrire les particularités de la personne. Par exemple, on va détailler, on va aller de la tête aux pieds. Au niveau du visage, est-ce qu'il porte des lunettes? Est-ce qu'il a un appareil auditif? Est-ce qu'il a des prothèses dentaires? Est-ce qu'il est porteur d'une sonde gastrique? Ou d'une sonde, d'un masque ou de lunettes à oxygène? Et ensuite, au niveau du corps, eh bien, qu'y a-t-il d'autre à signaler? Est-ce que, si c'est une femme, est-ce qu'elle a subi une mammectomie? Ou est-ce que cette personne a une chambre implantable? Ou est-ce qu'elle est porteuse d'un stimulateur cardiaque, d'une sonde vésicale, de drain, etc., hein? Et au niveau des membres, hein, puisqu'on a dit qu'on allait de la tête aux pieds, eh bien, est-ce que cette personne présente des malformations? Est-ce qu'elle a subi une amputation? Est-ce qu'elle porte un plâtre? Ou est-ce qu'elle est perfusée, hein, etc. Alors, ensuite, quelle est la position habituelle de cette personne? Est-ce que c'est une personne qui est en permanence alitée, hein, pour une raison X ou Y? Est-ce qu'elle peut être mise en position assise ou demi-assise, etc. Quel est son mode de déplacement, bien entendu? Est-ce qu'elle marche seule, cette personne? Ou est-ce qu'elle marche avec une canne? Ou avec un déambulateur? Ou avec un fauteuil roulant? Et ensuite, quelles sont ses caractéristiques
psychologique. Est-ce que c'est une personne ouverte ou au contraire complètement renfermée? Est-ce qu'elle est plutôt bavarde ou est-ce qu'elle est plutôt triste? Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'elle crie, hein? Est-ce qu'elle dit s'ennuyer? Est-ce qu'elle communique ou non, hein, avec son voisin, sa famille, ou avec le personnel bien sûr? Alors, quoi d'autre encore dans ce recueil de données? Eh bien, il y a les habitudes de vie et les conditions de vie dans l'institution, avec le traitement, l'évolution et les conséquences. Alors, ce recueil doit être préparé car il est important de retenir ce qu'il faut recueillir, pour quel usage et comment. Alors, comment faire? Bien entendu, on va utiliser les 5 sens. Quand je suis près de cette personne, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'on dit sur elle? Qu'est-ce que je sens? Il peut y avoir des odeurs qui évoquent, hein, certaines pathologies. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Comment est cette personne? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans la chambre à retenir? Le toucher, c'est important aussi. Si je touche un membre et qu'il est froid, ça doit m'évoquer quelque chose. Bien entendu, il peut aussi y avoir le goût, mais c'est vrai qu'il est un peu moins utilisé, hein, mais pourquoi pas, hein. Ensuite, bien entendu, outre, hein, ce tour d'horizon utilisant les 5 sens, eh bien, il y a l'entretien avec la personne prise en charge ou avec son entourage, lors de l'accueil ou au cours du séjour. Bien entendu, on doit toujours prendre en considération les informations que l'on a déjà à notre disposition, hein, auprès des membres de l'équipe médicale, paramédicale, l'assistante sociale, pour ne pas faire répéter une énième fois les choses. Outre cet entretien, bien entendu, on consulte les documents, le dossier de soins, les courbes de température, les feuilles de surveillance, les diagrammes de soins, le dossier informatisé, les planifications, le dossier médical bien entendu, avec les différents courriers, hein, entre les praticiens de ville et praticiens hospitaliers, qui ont l'avantage bien souvent d'avoir une synthèse, hein, à la fin de chaque courrier. Les résultats d'examen sont importants, les comptes rendus d'intervention chirurgicale, les fiches de transfert sont des sources aussi importantes, la fiche administrative, à ne pas oublier, carnet de santé quand il est là, le carnet de vaccination également. Alors, ce recueil de données doit être orienté en fonction de la personne prise en charge, hein, et de la spécificité de l'institution, et surtout de la situation de prise en charge de la personne. Alors, il doit bien entendu être pertinent, hein, je vous ai dit qu'il fallait trier en permanence les informations utiles. Et ce recueil de données n'est pas définitif, hein, ça veut dire que c'est le premier jour où vous prenez la personne en charge, vous allez faire un recueil de données, mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque la situation de cette personne va évoluer tout au long de son séjour. Donc, le recueil est en perpétuelle évolution. Donc, les faits nouveaux doivent apparaître. Et la notion d'évolution, elle est notée en termes de progression et de régression. Bien entendu, ce recueil de données considère pour chaque item des informations donc d'ordre biopsychosocial, hein, ça c'est bien évident. Et il est soumis au respect du secret professionnel et des règles professionnelles. Donc on ne doit pas pouvoir identifier la personne prise en charge sur vos notes, hein, surtout. D'autant plus que quand on est étudiant, eh bien, nos démarches de soins, elles sont promenées entre l'hôpital et le domicile, hein, où vous les retravaillez bien souvent le soir. Et la personne prise en charge, bien entendu, doit également être respectée. On ne doit trouver aucun jugement de valeur dans vos démarches de soins. Alors, le recueil doit être présenté de façon structurée, claire, accessible par tous, hein, hormis effectivement les éléments liés au secret professionnel, et facilement utilisable. Alors par exemple, vous pouvez élaborer un tableau pour les habitudes de vie. Hein. Ça n'est pas une obligation, mais si vous fonctionnez très très bien avec les tableaux, pourquoi pas. Et simultanément, quand vous êtes étudiant, vous devez élaborer également un tableau de traitement. Parce que cette recherche va vous permettre en tant qu'étudiant d'identifier au regard de chaque prescription les caractéristiques générales
d'un traitement et ce qui est singulier pour le patient. Et bien entendu, ça va permettre d'identifier aussi les éléments de surveillance en termes d'efficacité et d'innocuité. Donc ça vous permet aussi d'intégrer les connaissances au niveau pharmacologique. Donc cette démarche est importante pour acquérir les connaissances et les mobiliser en situation. Alors, ce recueil peut faire l'objet d'un résumé d'hospitalisation qui permet donc d'appréhender l'évolution de la situation de la personne qui a été prise en charge dans l'institution. Donc, quand vous êtes étudiant, cette étape, elle peut faciliter l'énoncé de la problématique, puisque on y retrouve des faits chronologiques, les faits marquants et les faits nouveaux, en considérant donc l'aspect biopsychosocial de la personne à l'entrée, au cours du séjour et à ce jour. Donc bien entendu, c'est une source importante. Voilà pour ce qui concerne donc le recueil de données. Il est bien évident que je vous ferai une vidéo à partir d'un cas concret, ce qui sera certainement beaucoup plus parlant. Alors, à très bientôt.